Elle l'embrassa une dernière fois, les yeux pleins de larmes, puis d'une main tremblante, mais ferme, elle étouffa le petit faux pas, sans pouvoir le regarder. Ses cris se sont tus, ses mains ont cessé de bouger. Lui, lui qui n'avait rien demandé, ni à naître, ni à mourir. Son seul tort, être un nourrisson. Voici l'histoire vraie et tragique de la famille Nkamwe. Il pensait que l'indépendance apporterait la paix. Mais dans les collines verdoyantes de l'Ouest Cameroun, la liberté s'est transformée en cauchemar. Une nuit, un couple a dû choisir entre la vie de son enfant et la survie de toute sa famille. Ce que tu vas entendre n'est pas une légende. C'est une histoire réelle, transmise à voix basse dans les veillées. Une histoire que l'histoire officielle a préféré oublier. Bienvenue sur Côté obscur de l'homme. Installe-toi, éteins la lumière et écoute attentivement. Nous sommes dans les années 60. Le Cameroun vient d'obtenir son indépendance. Mais derrière les drapeaux et les discours, la présence française reste partout. Dans l'armée, dans les décisions et dans les ombres. À l'ouest, le peuple bamileke refuse de se soumettre. Il cache dans ses collines des hommes et des femmes qui rêvent d'une liberté totale. Des gens simples, mais déterminés. Les colons, eux, appellent ces résistants des rebelles. Ils parlent de pacification. Mais ce mot, dans leur bouche, signifie incendie, exécution, terreur. Dans les montagnes du département des Bambouto se trouve un petit village paisible, Bacham, des collines couvertes de raffia, des rivières limpides et des champs d'igname à perte de vue. C'était un lieu de vie, de rire et de chant, jusqu'au jour où le grondement des camions a remplacé le son des tambours. C'était en 1964, une nuit sans lune. Le vent soufflait dans les arbres et le village dormait. Soudain, un bruit de moteur, lointain d'abord, puis de plus en plus fort, un aboiement, un cri, puis des coups de feu. Les soldats blancs arrivaient, leurs bottes écrasaient la terre rouge, leurs torches illuminaient les cases, et les flammes commençaient à monter vers le ciel. Ils disaient chercher des rebelles, mais ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Femmes, vieillards, enfants, aucun cri n'arrêtait leurs armes. Au centre du village vivait un homme nommé Pierre Nkamwe et sa femme, Mado. Ils avaient 5 enfants. L'aîné, Eneder, avait 13 ans et le plus jeune, Fopa, à peine 18 mois. Quand les premiers coups de feu ont éclaté, Pierre s'est redressé d'un bond. Le sol tremblait sous les explosions. Il a attrapé Mado par la main et a chuchoté « Réveille les enfants. On part tout de suite. » Les enfants, à moitié endormis, pleuraient, ne comprenant pas ce qui se passait. Mado a pris une couverture, une calebasse d'eau, et a serré le petit faux pas contre elle. Ils ont quitté la case en courant, leurs pieds nus frappant la terre chaude. La forêt n'était qu'à quelques pas du village, mais cette nuit-là, chaque mètre semblait interminable. Derrière eux, les flammes dévoraient les cases, les cris des voisins, les aboiements des chiens et les ordres hurlés en français se mélangeaient dans un vacarme infernal. Pierre murmurait entre deux souffles « Plus vite, Mado, plus vite, ils arrivent ». Les branches griffaient leurs visages, le sol glissant les faisait trébucher. Les enfants avaient peur, mais personne n'osait pleurer. Sauf Fopa. Le petit ne comprenait rien. Il pleurait, fort, désespérément, comme si son instinct savait que quelque chose de terrible arrivait. Pierre s'est arrêté. Il a plaqué son dos contre un arbre, le souffle court. « Fais-le taire, Mado. Fais-le taire, je t'en supplie. » Mado essayait de le bercer, de le couvrir de sa main, de murmurer des mots doux. Mais le bébé pleurait encore. Et au loin, les torches réapparaissaient. « Par ici !» cria une voix. « J'ai entendu quelque chose. »
Le cœur de Mado s'est emballé. Ses mains tremblaient. Ses yeux cherchaient Pierre dans la pénombre. Pierre, ils viennent pour nous. Ils vont tous nous tuer. Pierre l'a regardé. Un regard d'homme brisé. Entre eux, le temps semblait suspendu. Les enfants, blottis derrière un tronc, n'osaient plus respirer. Les torches se rapprochaient. Les soldats fouillaient les buissons, leurs bottes écrasant les feuilles. Pierre a murmuré « S'ils nous trouvent, ils nous tueront tous. » Mado secouait la tête, les larmes aux yeux. « Non, pas lui, pas faux pas. » Le bébé pleurait toujours, un son si pur, si fragile, qu'il déchirait la nuit. Pierre a pris la main de sa femme et l'a serrée si fort qu'elle a compris sans un mot. Les soldats étaient tout près maintenant. On entendait le métal des fusils, le souffle des chiens. Mado a embrassé Faux-Pas sur le front. Elle a murmuré quelques mots en langue, des mots qu'aucun être humain ne devrait prononcer. Et puis soudain, le cri s'est arrêté. Un silence lourd, épais, terrible. Pierre a fermé les yeux, et Mado s'est effondrée, muette, le visage couvert de larmes. Le temps s'était figé. Depuis des heures, la famille courait, se cachait, trébuchait, fuyait les ombres. La forêt de Batcham n'était plus un refuge, mais un piège. La pluie tombait maintenant, froide, lourde, glaciale. Chaque goutte semblait frapper la peau comme une flèche. Mado n'en pouvait plus. Ses jambes tremblaient. Ses lèvres bleues murmuraient des mots que personne ne comprenait. Ses yeux, vides, regardaient droit devant, sans rien voir. « Pierre, arrête-toi, je t'en supplie !» dit-elle d'une voix à peine audible. « On ne peut pas, Mado, ils sont derrière nous. »« Et après? Après quoi ?» cria-t-elle soudain, éclatant en sanglots. « On va courir toute notre vie, jusqu'à mourir comme des bêtes dans les bois ?» Les enfants s'étaient figés. Ils n'avaient jamais vu leur mère hurler ainsi. Mado tomba à genoux, trempée, la boue lui collant aux mains et au visage. Elle pleurait sans retenue, frappant le sol de ses poings. « Ils ont pris Faux-Pas, Pierre. Et tu veux qu'on continue? À quoi bon? À quoi bon vivre encore ?» Pierre s'approcha lentement d'elle. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres serrées. Il posa la machette au sol, s'agenouilla et lui prit le visage entre ses mains. « Écoute-moi, Mado. Si on se rend, ils nous tueront. Tous. Ils nous feront souffrir avant. Et Faux-Pas n'aurait pas donné sa vie pour rien. » Mais Mado, brisé, secoua la tête. « Je ne peux plus. Je ne veux plus. Qu'ils en finissent. Je veux juste que tout ça s'arrête. » Et dans un geste désespéré, elle se releva brusquement, titubant, et se mit à marcher vers la lueur des torches au loin. Les enfants hurlèrent. « Maman, non !» Pierre bondit, la rattrapa par le bras. Elle se débattit, criant, griffant, hurlant. « Laisse-moi, laisse-moi, Pierre, je veux que tout s'arrête. »« Non, répondit-il d'une voix ferme, tu n'iras nulle part. Pas tant que je respire, pas tant qu'il respire. » Il la serra contre lui, de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'elle cesse de se débattre, jusqu'à ce que ses cris deviennent des sanglots étouffés contre sa poitrine. « Regarde-moi, Mado, regarde-les. Nos enfants comptent sur nous. Si on tombe, ils tombent. Si on se tait, leur histoire s'éteint. » Le tonnerre gronda au loin, comme pour souligner ces mots. Puis, un cri retentit derrière eux, un cri aigu, perçant. « Ah !» C'était Ndé, leur fils de 13 ans. Il venait de glisser sur une pierre moussue et était tombé lourdement dans un ravin boueux. Mado hurla. « Ndé !» Pierre se précipita, glissa à son tour et le rejoignit avant d'étouffer ses cris d'une main ferme. Le garçon essayait de se retenir de pleurer, tenant sa jambe tordue. L'os dépassait à peine sous la peau. Une fracture. « Mon fils !» murmura Pierre en tremblant. « Je ne peux plus marcher, papa, » gémit Ndé. Pierre le regarda, les yeux pleins de larmes,
puis leva la tête vers le ciel. « Seigneur, donne-moi la force. » Il prit une grande inspiration, déchira un pan de sa chemise, attacha la jambe de Ndé pour la maintenir droite, puis le souleva sur ses épaules. Le garçon gémit de douleur, ses bras s'accrochant au cou de son père. « Tiens bon, mon fils, tiens bon. » Les autres enfants regardaient, terrifiés, sans un mot. Mado essuya ses larmes, se redressa lentement et reprit la marche, la tête basse. Leur famille n'était plus qu'une ombre errante dans la nuit, une traînée de boue et de douleur avançant à travers la forêt. Mais malgré la peur, malgré la souffrance, ils continuaient. Parce que s'arrêter, c'était mourir. Et dans l'obscurité, on n'entendait plus que la respiration lourde de Pierre, le gémissement de Ndé et le bruit régulier de leurs pas dans la boue. Quand le soleil s'est levé, le village n'existait plus. Les cases n'étaient là que des cendres. Les arbres fumaient encore. Les rivières charriaient des débris et du sang. Pierre et Mado ont attendu des heures, dans la forêt, avec leurs 4 enfants, tremblants, sales, affamés. Personne ne parlait. Le silence faisait plus mal que les balles. Quand ils sont revenus à Batcham, 3 jours plus tard, le vent soulevait encore la poussière des ruines. Des vautours tournaient au-dessus du champ. Les survivants se comptaient sur les doigts d'une main. Mado est tombée à genoux devant la cendre noire où se dressait autrefois leur maison. Elle a pleuré sans bruit, puis a murmuré « Pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi. » Pierre, lui, n'a rien dit, plus jamais. Les années ont passé, le pays a changé, les soldats sont partis et les routes ont été reconstruites. Mais Batcham n'a jamais retrouvé son âme. Chaque fois qu'on évoquait ces années, les anciens détournèrent le regard. Certains disaient que les colons cherchèrent de l'or, d'autres qu'ils voulaient effacer la résistance. Personne ne savait vraiment. Mais une chose est sûre, les collines ont gardé leur secret. Les nuits de pleine lune, le vent semble parler. Il passe entre les arbres et porte avec lui un son léger, presque imperceptible. Un pleur d'enfant, faible, lointain. Les anciens disent que c'est faux pas, l'enfant sacrifié, l'enfant du silence. On raconte que son âme n'a jamais quitté la forêt, qu'il erre entre les arbres, appelant doucement sa mère. Certains chasseurs jurent avoir entendu sa voix, un sanglot court, puis un murmure dans le vent. D'autres disent qu'ils ont vu, juste avant l'aube, une petite silhouette assise près de la rivière, les pieds dans l'eau, regardant le soleil se lever. Quand il s'approche, il disparaît. Les plus vieux affirment que, tant que son histoire sera racontée, le village sera protégé. Mais si un jour on oublie son nom, Batcham sombrera à nouveau dans les flammes. Cette histoire n'est pas une fable, c'est une cicatrice, celle d'un peuple et d'un amour que la peur a brisé. Faux-pas n'est pas seulement un nom murmuré par les anciens, c'est le symbole d'un choix impossible, celui qu'aucun parent ne devrait affronter. Alors, si cette histoire t'a touché, partage-la, pour que Faux-pas vive encore, non pas dans la douleur, mais dans la mémoire. Et surtout, abonne-toi à Côté obscur de l'homme, car parfois, la vérité ne se trouve que dans l'ombre.